Ce matin de juillet, un groupe d'hommes et de femmes ont rendez-vous avec l'histoire. Pour la première fois, un chef d'État africain comparaît devant un tribunal africain pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et actes de torture. L'accusé est Hissène Habré, le président du Tchad de 1982 à 1990. Arriver à faire juger Hissène Habré, c'est un tournant pour l'Afrique en matière de justice. L'Afrique prend ses responsabilités par rapport à ses propres fils qui massacrent leur peuple. Avant de mourir, je veux regarder Hissène Habré. Ouais. J'aurais atteint mon objectif. Je n'aurais pas lutté pendant 25 ans gratuitement. Je suis aujourd'hui à Dakar pour témoigner devant Hissène Habré pourquoi il m'a arrêté. Nous étions un groupe qui avions décidé qu'on ne lâcherait jamais. Nous allions nous battre jusqu'à ce qu'Hissène Habré meure ou soit traduit en justice. Je vous prie de vous asseoir. C'est la partie civile qui a la parole. Mesdames et messieurs, c'est avec une immense émotion que je me lève à cet instant. Au nom de 4445 victimes que nous représentons depuis plus de 15 ans, cette émotion qui me noue, c'est celle qui est portée par l'honneur exceptionnel d'être la mandataire avec mes confrères de ces milliers de victimes de crimes de sang terribles, d'être la porte-voix des sans-voix, des disparus, des morts, des suppliciés, de tous ceux qui, à cause des crimes d'Hissène Habré, ne pourront jamais venir témoigner devant vous. J'appelle Monsieur Hissène Habré au prétoire. Hissène Habré ne prononcera pas une parole durant les 8 mois d'audience de ce procès. Pas un regard non plus pour la centaine de victimes qui, jour après jour, viendront témoigner à la barre. Le silence buté d'un ex-dictateur qui nie la légitimité de la Cour et récuse ses avocats. Lorsque les policiers l'appréhendent dans sa villa de la capitale sénégalaise, Hissène Habré vivait libre depuis 23 ans, malgré un mandat d'arrêt international à son encontre. En exil au Sénégal depuis la chute de son régime, en 1990, plus grand monde ne croyait à son arrestation. On était d'une naïveté qu'aujourd'hui, j'en ris. Toutes les conditions étaient réunies pour poursuivre Hissène Habré sans me dire qu'il s'agit d'un ex-chef d'État africain et que l'Union africaine n'est rien d'autre qu'un syndicat des chefs d'État africains et qui se couvre. Quand on dit syndicat, il se couvre. Tous les éléments d'accusation contre Hissène Habré étaient réunis depuis 15 ans grâce au combat des victimes épaulé par l'activiste Reed Brody. Surnommé le chasseur de dictateurs, il a enquêté sur la sinistre police politique d'Hissène Habré, la DDS, un service chargé de lutter contre les opposants supposés ou réels du régime. C'est dans les locaux abandonnés de la DDS que Reed Brody a fait une découverte majeure. Nous sommes entrés dans le bâtiment, et là, pièce après pièce, jusqu'aux chevilles, il y avait des dizaines de milliers de documents. Ces documents n'avaient pas été touchés depuis 7 ou 8 ans. Ils étaient juste là, éparpillés sur le sol. Nous en avons ramassé et nous avons réalisé qu'il s'agissait en fait des fichiers de la police politique d'Hissène Habré. C'est un trésor, et c'est un véritable trésor pour nous ici.
Ces documents de la DDS seront déterminants dans l'inculpation d'Hissène Habré. Ils contiennent les listes détaillées des victimes mortes en prison. La DDS, c'est une grande direction, avec des milliers d'agents, mais qui est supervisée, dirigée directement par Habré. D'après les témoignages, d'après les documents que nous avons reçus à la DDS, la commission a estimé le nombre de personnes mortes à 40 000 victimes. L'intime conviction de la commission, et c'est un chiffre minimum, un minimum. J'ai été choisi pour faire partie des Fossoyeurs. Tout le monde me connaît sous le nom de Monsieur le Fossoyeur. La plaine de Mori, c'est le lieu où mes collègues et moi, parce que nous étions 5, avions enterré de nuit comme de jour des milliers de nos collègues victimes. J'ai été arrêté le 12 juillet 1985 à N'Djamena. Deux hommes qui viennent de nuit, sous une petite pluie, qui avaient deux petites questions qui ne vont que durer 5 à 10 minutes. Et je vous surprends, les 10-15 minutes ont duré 4 ans. Des gens sans aucune considération humaine qui sont enterrés sans le respect des morts. Des gens qu'on balance dans le trou comme si c'était un tronc d'arbre. Des gens qui ne bénéficient pas d'un linceul. Mais Hissène Habré doit être jugé. Sinon, on aura fait un tort à l'histoire. Comment Hissène Habré est-il devenu ce dictateur sanguinaire? À défaut d'explication de sa part, il faut se plonger dans une autre histoire, loin du tribunal de Dakar. Une histoire qui débute en 1975, dans un pays grand comme 2 fois la France, le Tchad. Un territoire en majorité désertique, enclavé entre 6 pays, une ex-colonie française. Hissène Habré, ancien étudiant de Sciences Po de 33 ans, mène une rébellion contre ce pouvoir qu'il estime à la botte de la France. Depuis la région désertique du Tibesti, il rallie à lui les populations locales par son discours nationaliste. Tchadiens, Tchadiennes, mes frères, mes sœurs, grands et petits, je vous salue. C'est la révolution. Après des années de chaos au Tchad, où s'affrontent de multiples factions rebelles, Hissène Habré entre à N'Djamena en vainqueur en juin 1982. Le révolutionnaire s'autoproclame président. Ce jeune chef d'État doit faire face dès son arrivée au pouvoir aux menaces de son voisin, la Libye. Le colonel Mouammar Kadhafi veut annexer le Tchad. Lui aussi est un révolutionnaire ambitieux, mais bien plus puissant grâce à l'argent du pétrole. Au nom de ses rêves panafricanistes, il occupe la bande d'Aouzou, un territoire limitrophe de la Libye, et il arme une rébellion contre Hissène Habré. Au Tchad, mais aussi partout dans le monde, Kadhafi menace les intérêts de l'Occident. Il soutient les mouvements révolutionnaires, finance le terrorisme international. Dans ce contexte, Hissène Habré devient l'homme qu'il faut soutenir à tout prix. Et le président Reagan le comprend dès son investiture. Quand le président Ronald Reagan est arrivé au pouvoir, nous avons reçu l'instruction de tout faire pour stopper les activités de la Libye. Au Au départ, l'Amérique n'avait rien contre Kadhafi.
Mais il faisait tout pour fomenter des révolutions. Donc, dans ce contexte, le Tchad est devenu une zone importante pour nous. Les États-Unis s'en foutaient du Tchad. Mais ils avaient un très grand intérêt à ruiner les ambitions du colonel Kadhafi. On a donné aux Tchadiens ce dont ils avaient besoin. Les soldats tchadiens, c'était plutôt on vise et on tire. Il fallait que ça soit plutôt simple. Ça faisait partie de mon travail de coordonner tout ça. Les États-Unis arment le régime d'Hissène Habré. La France, elle, hésite. Le socialiste François Mitterrand souhaite une nouvelle politique africaine, moins interventionniste. Il envoie son conseiller Roland Dumas pour dialoguer avec Kadhafi. Je dis voilà, nous allons, entre nous, vous et moi, décider d'une frontière. Vous allez venir jusque-là. Et nous protégerons ce qu'on appelait le Tchad utile. C'est-à-dire qu'on protégerait, si vous allez au-delà, c'est la guerre. Mouammar Kadhafi s'engage à ne pas dépasser le 16e parallèle, une frontière symbolique qui sépare les troupes pro-libyennes du régime d'Hissène Habré. On veut bien parler avec vous, mais à nos conditions. Et si ça ne marche pas, eh bien alors ce sera l'affrontement. En 2 ans, le président Habré s'est imposé sur la scène internationale. Sur le plan intérieur, son régime procède au premier massacre dans le sud du pays. Pour les besoins du procès, l'avocate Jacqueline Moudeina revient dans cette région où des rebelles armés, surnommés les Kodo, s'opposaient au régime et souhaitaient faire sécession. Le gouvernement leur a donné rendez-vous à la ferme de Delhi. C'est une ferme expérimentale. Ils devaient se retrouver là pour organiser la séance de réconciliation, la remise des armes, pour permettre aux Kodo de rallier l'armée nationale. Dans ce lieu isolé, l'armée d'Hissène Habré a tendu un guet-apens aux rebelles Kodo. La première fois que j'ai mis pied ici, en 2000, exactement en février, le gardien, qui était témoin oculaire, m'a fait promener dans les arbres. On a vu les ossements un peu partout. À 10h45, un véhicule plein de militaires s'amène. Selon les premiers témoins, ils nous ont dit qu'il y a environ 710 personnes. Ils nous ont dit que la ferme était bondée. Les militaires ont ouvert feu sur tout ce qui bougeait. La cour de la ferme a été tapissée de cadavres. Et ces cadavres ont été enterrés un peu partout ici. Cette ferme, c'est l'un des symboles des massacres du Sud. Il y a des villages tout entiers qui étaient brûlés. Les militaires ont trouvé des gens dans des églises en train de prier. Ils ont massacré ces gens, ils ont brûlé ces gens dans leur église en train de prier. C'était un véritable massacre en 1984. L'armée d'Hissène Habré tue et réprime dans le sud. Mais le monde tourne son regard vers le nord. Kadhafi a violé l'accord tacite passé avec la France. Les troupes pro-libyennes ont franchi la frontière symbolique du 16e parallèle. Elles avancent sur la capitale tchadienne. Face à ce que le régime de Tripoli est en train de faire, nous avons demandé et nous insistons pour que la France participe à nos côtés pour repousser l'agression extérieure. Mitterrand était très soucieux de ne pas s'engager au Tchad, mais il ne pouvait pas y échapper. Il ne pouvait pas échapper à la réalité. L'opération Manta a commencé. Plus de 300 bérets rouges de l'infanterie de marine attendus à N'Djamena, une opération militaire baptisée Manta, que Paris a décidé de lancer devant l'aggravation des combats au nord du pays, dans la région de Faya-Largeau. Hissène Habré a obtenu ce qu'il voulait, le soutien de l'armée française. Kadhafi s'incline et signe un accord avec François Mitterrand. Il s'engage à retirer ses troupes du Tchad.
À partir du moment où Hissène Habré est devenu un chef stratégique, dans un pays qui était stratégique, on a eu tendance à le laisser faire. La position dans laquelle il se trouvait était tellement importante pour les Français, mais aussi pour les Américains. On lui laissait la carte blanche. C'est-à-dire, on ne regarde pas ce qu'il fait dans son pays. À partir du moment où on lui dit, on te demande simplement de tenir le pays et tu fais ce que tu veux, comment voulez-vous qu'il n'en abuse pas? Merci infiniment. Merci. Hissène Habré est désormais surnommé le Lion de l'UNIR, son parti unique. Des milliers de Tchadiens sont victimes de la férocité de son régime. Au cours de nos enquêtes, nous avons découvert 7 centres de détention, rien qu'à N'Djamena. Comme disait un ancien détenu, N'Djamena n'était qu'une grande prison. Monsieur le Président, cette petite cellule qui fait 2,40 mètres cubes, je vous assure, on m'a mis dedans comme 8e personne. Donc, pour sauver nos jambes, il est question que je me colle au mur et je permets mon co-détenu qui est en face de moi à se pousser un peu vers moi. Je prends sa jambe droite sur mon épaule gauche, sa jambe gauche sur mon épaule droite, et puis ça lui permet de fermer un peu les yeux. Le temps que je me fatigue, je le tape sur la jambe, il reprend ma position et il prend de même mes jambes. J'ai vu ma première nourriture le 3e jour. J'ai essayé de manger ce riz, mais je n'ai pas pu le toucher avec mes dents. C'est comme si c'était le sable qui dominait sur le riz. Franchement, vous les donnez aux animaux, ils ne vont pas les manger, ça je vous assure. Donc, c'était aussi la cause de nos maladies. Mais aujourd'hui, les Américains et les Français ne peuvent pas dire qu'ils ne sont au courant de rien. À côté des locaux de détention, vous avez la résidence de l'ambassadeur de la France. Et en face de la DDS, vous avez, n'est-ce pas, l'USAID, qui est, n'est-ce pas, une structure des Américains. Et d'ailleurs, lorsque nous convoyons les corps vers Amaralgos, nous rencontrions, n'est-ce pas, des colonnes de militaires français qui, quelquefois, nous surveillaient avec des hélicos, etc. Et je me dis, il ne peut pas aujourd'hui dire qu'ils ne sont au courant de rien. L'un des tout premiers documents que nous avons identifiés était un compte-rendu de formation aux États-Unis pour plusieurs agents de la DDS, dont notamment des agents qui ont été par la suite listés comme les bourreaux les plus craints du Tchad. On peut voir dans le registre d'entrée de la DDS l'agent de liaison américain rattaché à la DDS qui entrait et sortait. C'est donc vraiment difficile de croire que les États-Unis ne savaient pas ce qui se passait. Bien sûr, nous savions qu'il y avait des violations des droits de l'homme au Tchad. Ce n'était pas une question pour nous. Comme je l'ai déjà dit, on était concentrés sur la Libye. Bien sûr, nous avons souvent aidé des gens qui ne sont pas très fréquentables quand ça nous arrange. Mais nous ne regrettons rien. Eh oui, c'est la réelle politique. Vous savez, la politique internationale, c'est très souvent comme ça, c'est un peu de cynisme. On savait bien que ce n'était pas un régime démocratique. Au milieu des années 80, Kadhafi n'a toujours pas retiré ses troupes du nord du Tchad. Il ne respecte pas les accords passés avec François Mitterrand. Le ton monte entre la Libye et la France. Pas de forces étrangères au Tchad. Le respect de cet accord est la règle d'or du retour à la paix. La France est entièrement engagée par le respect de cet accord dès lors qu'il serait respecté d'autre part. Mais Kadhafi préfère poursuivre ses rêves de conquête au Tchad. La France doit donc s'engager à nouveau aux côtés d'Hissène Habré, avec l'opération Épervier.
l'aviation française a bombardé ce matin un aérodrome au nord du Tchad. C'est un avertissement au colonel Kadhafi. On a montré à un moment à Kadhafi que si vous voulez jouer au plus malin, c'est pas lui qui allait gagner. Français et Américains sont désormais sur la même position. Il faut stopper l'avancée libyenne qui menace la stabilité de la région. Ils arment Hissène Habré, qui se lance à l'assaut des forces pro-libyennes dans une bataille aux confins du désert, surnommée la guerre des Toyotas. Elle s'achève sur la prise de Wadi Doum, le bastion du colonel Kadhafi au Tchad. Hissène Habré, au final, a détruit le corps armé libyen et a tué des milliers de militaires libyens. Ça ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu une véritable coopération franco-américaine. J'espère que vous vous rendez bien compte de ce que les Tchadiens ont accompli militairement pour se défendre et sauver leur pays. Dans tous les cas, cela aboutit à l'invitation du président Habré à la Maison-Blanche. President Habré and I are convinced that the relationship between our countries will continue to be strong and productive. It was an honor and a great pleasure to have had him here as our guest. Thank you. Monsieur le Président, le Tchad, comme les États-Unis, chérit au plus haut point la paix, la liberté, la justice et la protection des droits de l'homme et des peuples. Après 7 ans au pouvoir, c'est un homme obsédé par l'ennemi intérieur qui règne sur le Tchad. En 1989, la paranoïa d'Hissène Habré n'a plus de limite lorsque son ancien chef d'état-major, Idriss Déby, prend la tête d'une rébellion. Tous les hommes de l'ethnie d'Idriss Déby, les Agawa, deviennent des cibles. À N'Djamena, ils sont détenus à la piscine, une prison emblématique d'un pays plongé dans l'horreur. C'est comme un trou, vous descendez et en bas, il y a des cellules. Longueur 3,13 m, largeur 3,2 m, hauteur 4,70 m, avec ces petites fenêtres qui ne donnent pas suffisamment de l'air pour les détenus. C'est un mouroir. À la même période, 2 attentats terroristes frappent les Occidentaux. Des avions de ligne explosent en vol, l'un à Lockerbie en Écosse, l'autre en plein désert. Ils portent la signature du colonel Kadhafi. Les États-Unis veulent désormais éliminer physiquement le guide libyen. Hissène Habré leur ouvre les portes de son pays pour réaliser cet objectif. À quelques kilomètres de N'Djamena, la CIA dispose d'un camp secret où elle entraîne d'anciens prisonniers libyens. C'est Reagan, ça c'est des histoires à la Reagan. Habré a fait 2-3 000 prisonniers dans la guerre contre Kadhafi. Ces 2-3 000 prisonniers, on les a mis dans des camps, on les a quasiment donnés aux Américains et ils en ont fait une force hyper armée pour aller foutre la raclée un jour à Kadhafi. La France n'apprécie guère que les États-Unis s'invitent dans son précaré africain. Le directeur de la DGSE part au Tchad rencontrer Hissène Habré. Monsieur Hissène Habré me reçoit avec une demi-heure de retard. La tension est montée. Et quand je sors, je sais pratiquement déjà que je vais essayer de le sortir. Parce qu'il a voulu me faire sentir qu'il n'avait plus besoin de nous. Qu'il n'avait plus besoin de la France, d'ailleurs, et qu'il avait une autre alliance à côté, sans qu'il ne l'ait jamais dit, qu'il avait une autre alliance à côté qui faisait qu'il pouvait se passer de nous. À partir de ce moment-là, il signe son arrêt. Si on laisse Hissène Habré faire son petit jeu tout seul,
lancer une guerre contre Kadhafi, nous mettre le feu en Afrique, alors c'est foutu sur toute l'Afrique. La France a déjà son remplaçant, Idriss Déby, l'ancien chef d'état-major d'Hissène Habré, réfugié au Soudan. Lorsque ses troupes foncent sur N'Djamena, les militaires français resteront fusils aux pieds. Hissène Habré prend la fuite au Sénégal et les prisons s'ouvrent. Les Tchadiens découvrent l'ampleur des crimes de son régime. Le nouveau président nomme une commission d'enquête pour recueillir les témoignages des victimes et mettre à jour les nombres charniers. Dans son rapport final, la commission demande qu'Hissène Habré soit jugé. Idriss Déby n'en fera rien pendant 20 ans. Je pense que les relations d'Idriss Déby avec ce procès ont toujours été complexes. D'un côté, il a été le chef d'état-major d'Hissène Habré à l'un des pires moments de la répression. D'un autre côté, il a eu beaucoup d'amis, de membres de sa propre famille qui ont été tués par Hissène Habré. Quand vous êtes le président autocrate d'un pays et que de simples citoyens ont traduit en justice votre prédécesseur, c'est évidemment une situation inconfortable. C'est une victoire démocratique que vous ne voulez pas encourager. Je crois qu'il faut cette vérité pour pouvoir changer le cours des choses. Hier, on se fichait des personnes humaines. On ne peut pas développer un pays sans faire état des personnes. Le développement va avec l'humain. On ne peut pas dire, bon, ben, tant pis, on tue et puis on donne de l'argent, ça va développer. Mais on développe quoi? C'est le besoin de qui? C'est de leur responsabilité. Moi, je crois que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, ils ont instrumentalisé Habré, ils ont équipé Habré, mais c'est de leur responsabilité. Je me dis, lorsque Hissène Habré sera jugé et condamné, mais nous aurons affaire à ces puissances. Parce qu'ils ont contribué matériellement, financièrement, humainement à tuer des Tchadiens, à tuer des Africains. Ils doivent répondre de leurs actes. Qui se prépare? Je crois qu'ils vont nous rencontrer sur leur chemin. Hissène Habré, le procès d'un allié embarrassant. Voilà donc pour ce reporter long format que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site france24.com. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau reporter, le doc, et dès la semaine prochaine pour Reporter sur France 24.